J'ai longtemps affirmé dans mes vidéos que les violences sexuelles étaient majoritairement commises par des personnes que nous connaissions. Certaines personnes m'ont alors demandé de parler des grooming gangs au Royaume-Uni. En découvrant cette affaire, on pourrait, c'est vrai, avoir l'impression qu'elle contredit certains de mes arguments que j'ai pu déjà vous partager auparavant dans mes anciennes vidéos sur notamment les violences sexuelles, les violences faites aux femmes par les hommes. Mais je pense qu'il faut se méfier des faux dilemmes. Les deux réalités peuvent exister simultanément. Cette vidéo ne sera donc ni une vidéo anti-immigration, ni une vidéo qui minimise ce scandale. Je pense que l'on peut tenir deux idées en même temps, dire la vérité sur les crimes qui ont été commis et refuser de transformer des milliers de victimes en arguments politiques. J'ai ainsi découvert un scandale absolument effroyable qui dure depuis plus de 20 ans. Des milliers d'enfants victimes d'exploitation sexuelle organisée. Des institutions qui ont parfois fermé les yeux, des alertes ignorées pendant des années, des responsables politiques accusés d'avoir eu peur d'aborder certains sujets, mais j'ai également découvert un dossier devenu extrêmement politique, instrumentalisé par certains et parfois minimisé par d'autres. Cette vidéo est donc une vidéo sur les victimes avant toute chose, parce qu'en parler c'est très important, et bien plus important que la bataille qui se joue entre deux clans, entre ceux qui nient les violences faites par une communauté, parce qu'ils ne correspondent pas à leurs convictions politiques, et d'autres qui utilisent pour justifier tous leurs préjugés, et au milieu de tout cela il y a des enfants dont on finit presque par oublier l'existence. Je me suis donc fixé qu'une seule règle dans cette vidéo, c'est revenir aux faits. Mon rôle ici n'est pas de vous dire quoi penser, mon rôle est de vous raconter ce que disent les enquêtes, les rapports officiels et les témoignages des victimes. Alors, qu'est-ce que les grooming gangs? Que sait-on réellement aujourd'hui sur ce scandale britannique? Et pourquoi ce sujet provoque-t-il autant de tensions politiques? C'est ce que nous allons essayer de comprendre ensemble. So we can't just target the whole culture because one or two people's doing something wrong. Partie 1, donc qu'est-ce qu'un grooming gang? Avant de revenir sur l'histoire de ce scandale, il est important de comprendre précisément ce que signifie le terme grooming gang. Car ce mot est aujourd'hui énormément utilisé dans des débats publics, parfois sans toujours très bien expliquer. Le terme grooming vient du verbe anglais to groom, qui signifie préparer, apprivoiser ou mettre progressivement sous influence. Dans le contexte des violences sexuelles, le grooming désigne un processus de manipulation psychologique utilisé par certains agresseurs pour gagner la confiance d'une victime, créer une relation d'emprise, puis faciliter son exploitation. Cette manipulation ne commence pas nécessairement par une violence visible. Au contraire, elle peut souvent débuter par des comportements qui, plus isolément, peuvent sembler anodins, offrir des cadeaux, donner beaucoup d'attention, flatter la victime, lui faire croire qu'elle est spéciale ou lui promettre une relation amoureuse. L'objectif est donc progressivement de créer un lien de dépendance. Certaines victimes ont expliqué qu'elles avaient eu le sentiment au départ d'être enfin écoutées, aimées et considérées par quelqu'un. Mais derrière cette apparente affection se cachait en réalité une stratégie visant à gagner leur confiance afin de pouvoir exercer un contrôle sur elles. Une fois l'emprise installée, les mécanismes peuvent évoluer, isolement de la victime, donc vis-à-vis de sa famille, de ses proches, culpabilisation, intimidation, chantage ou menace. La victime peut alors avoir de grandes difficultés à parler de ce qu'elle subit, parfois même qu'elle a peur, parfois parce qu'aussi elle se sent en partie responsable de ce qui lui arrive, ou parfois parce qu'elle ne réalise pas immédiatement qu'elle est victime d'une exploitation. Donc dans le cas des grooming gangs britanniques, nous ne parlons pas simplement d'un agresseur individuel. Le terme donc désigne des réseaux ou des groupes d'hommes impliqués dans l'exploitation sexuelle organisée de mineurs. Le point essentiel à comprendre est que le grooming repose sur une inversion de la perception de la victime. Pendant un temps, elle peut croire qu'elle est dans une relation choisie ou qu'elle reçoit une attention sincère, mais cette relation est construite sur une manipulation et un déséquilibre de pouvoir. Lorsqu'un enfant ou une adolescente est ciblé, influencé et exploité par des adultes qui utilisent sa vulnérabilité, et il ne s'agit pas d'une relation équilibrée, je tiens à le rappeler. Il s'agit d'une forme de violence. C'est cette notion qui est centrale dans des affaires de grooming gangs. Comprendre que l'absence de résistance visible ou le fait qu'une victime ait parfois continué à fréquenter son agresseur ne signifie pas qu'elle était consentante. On parle
d'enfants. L'emprise psychologique peut empêcher une victime de reconnaître immédiatement ce qui lui arrive ou de trouver la force justement de demander de l'aide, comme je le disais tout à l'heure. Et c'est précisément ce mécanisme qui explique pourquoi certaines victimes ont pu rester prises en fait dans ces situations pendant des mois, voire pendant plusieurs années. Pour comprendre l'ampleur de ce scandale britannique, il faut maintenant revenir sur la manière dont ces affaires ont progressivement été découvertes et pourquoi les autorités ont mis autant de temps à réagir. Partie 2, le contexte britannique. Donc le contexte historique, comment ce scandale a émergé. Avant même de parler de Rupert Lowe, puisque souvent cette affaire est particulièrement ces derniers temps liée à cet homme, des débats politiques ou des polémiques qui entourent aujourd'hui cette affaire, il me semble important de revenir en arrière. Car contrairement à ce que l'on pourrait croire en regardant certaines vidéos sur internet, les grooming gangs ne sont pas un scandale récent. Nous ne parlons pas ici de quelques faits isolés, mais d'un phénomène criminel qui a été mis en évidence progressivement depuis les années 1990 au Royaume-Uni. Les victimes étaient âgées de 11 à 16 ans. Beaucoup étaient placés dans des foyers, vivaient dans des situations familiales difficiles ou souffraient déjà d'importantes fragilités psychologiques et sociales. Le mode opératoire était malheureusement toujours le même. Ces jeunes filles étaient donc abordées par des hommes, parfois beaucoup plus âgés qu'elles. On leur offrait de l'alcool, des cigarettes, de la nourriture, des cadeaux ou simplement l'affection qu'elles recherchaient parfois désespérément. Certaines avaient le sentiment d'être enfin aimées ou considérées, d'autres pensaient être en couple avec leur agresseur. Puis donc venait progressivement l'emprise psychologique. Les violences sexuelles commençaient alors à s'installer et pouvaient prendre une ampleur inimaginable. Donc certaines victimes ont raconté avoir été violées par plusieurs dizaines d'hommes différents, transportés dans plusieurs villes britanniques et menacés de mort si elles parlaient. Le plus bouleversant dans cette affaire est probablement que de nombreuses victimes ont expliqué avoir tenté d'alerter les autorités pendant des années sans être jamais entendues. Donc certaines étaient considérées comme des adolescentes difficiles, des adolescentes à problème, des fugueuses. D'autres ont expliqué que la police les percevait davantage comme des jeunes filles, consentantes ou comme des prostituées que comme des enfants victimes de viols répétés. Donc pendant longtemps, leurs témoignages n'ont pas été pris au sérieux. L'un des scandales les plus emblématiques reste celui de la ville Rotherham. En 2014, un rapport indépendant dirigé par Alexis Jay estime qu'environ 1400 enfants auraient été victimes d'exploitation sexuelle dans cette seule ville entre 1997 à 2013. Je crois qu'il est important de s'arrêter quelques secondes sur ce chiffre. Une seule ville, 1400 victimes. Et malheureusement, Rotherham n'était pas une exception. Des affaires similaires ont progressivement été découvertes à Rochdale, Telford, Oxford, Newcastle, Oldham ou encore même Bristol. À chaque fois, les mécanismes retrouvés étaient souvent comparables, donc des victimes particulièrement vulnérables, des groupes organisés, des défaillances institutionnelles majeures et des alertes qui n'ont toujours pas reçu des réponses nécessaires pendant parfois plus d'une décennie. Mais à partir du moment où ces affaires ont été médiatisées, une question est devenue particulièrement sensible dans le débat public britannique, celle du profil des auteurs. Mais cette question est extrêmement difficile à aborder correctement parce qu'elle se situe au croisement de deux exigences. D'un côté, il est nécessaire de pouvoir analyser les faits, y compris lorsqu'il concerne le profil des personnes impliquées dans certaines affaires criminelles, et de l'autre, il est essentiel de ne pas transformer les actes de criminels individuels en accusations contre des millions de personnes qui n'ont aucun lien avec ces crimes. Avant d'écouter les responsables politiques ou les commentateurs, je pense qu'il est important d'écouter les premières concernées, donc les victimes elles-mêmes. So you'll see on the news and stuff about Pakistani grooming gangs. What's your views on what ethnicity these grooming gangs are? Do you think it doesn't matter, or do you think it is one ethnicity? For me, barring two people, it was all of an Asian ethnicity. So I'm not being racist, I'm just trying to say facts about what happened to me. We get people that are white British and they're nasty people, so we can't just target the whole culture because one or two people's doing something wrong. So no. Ce qui est intéressant dans ces témoignages, c'est que certaines survivantes, certaines victimes arrivent justement à exprimer cette nuance. Donc elles peuvent reconnaître que dans certaines affaires précises, un profil particulier d'auteur a été observé, tout en refusant que leur histoire soit utilisée pour désigner une communauté entière comme responsable. Donc cette distinction est essentielle parce que reconnaître une réalité criminelle ne signifie pas accepter une généralisation. Mais inversement,
inversement, refuser toute discussion sur certains éléments documentés peut également empêcher de comprendre pourquoi certaines institutions ont échoué à identifier et à combattre ces réseaux. Donc les faits, justement, sont déjà suffisamment graves. Pendant plusieurs décennies, des enfants britanniques n'ont pas été protégés, alors même que certains professionnels tiraient la sonnette d'alarme. C'est précisément ce qui va progressivement conduire à l'ouverture des enquêtes nationales, particulièrement critiques envers certaines institutions britanniques. Donc reconnaître l'existence des grooming gangs n'oblige pas à tirer directement, immédiatement des conclusions politiques sur l'immigration ou sur une religion particulière. Donc les faits doivent toujours précéder les conclusions que nous en tirons. Partie 3. Comment cela peut-il durer aussi longtemps? Donc la question centrale reste donc comment un phénomène aussi grave a-t-il pu durer aussi longtemps? Pour comprendre cela, en fait, il faut regarder précisément quelles institutions ont été mises en cause et ce que les enquêtes officielles leur reprochent. Donc la première affaire emblématique, celle de Rotherham. En 2014, Alexis Jay publie un rapport indépendant intitulé Independent Inquiry into Child Sexual Exploitation in Rotherham, donc 1997-2013. Ce rapport porte sur la manière dont les autorités locales de Rotherham ont géré les signalements d'exploitation sexuelle des mineurs pendant près de 16 ans. Les critiques concernant principalement 3 acteurs: le conseil municipal de la ville, les services sociaux locaux et la police de South Yorkshire. Concernant le conseil municipal de Rotherham, le rapport d'Alexis Jay conclut que les responsables politiques et administratifs n'ont pas suffisamment pris en compte l'ampleur du phénomène malgré les alertes reçues. Des travailleurs sociaux avaient signalé des inquiétudes, mais la réponse institutionnelle n'a pas été à la hauteur de la gravité des situations. Le rapport souligne également une culture organisationnelle dans laquelle certaines informations dérangeantes étaient parfois minimisées ou maltraitées. La police de South Yorkshire a également été vivement critiquée. Certaines victimes avaient été signalées aux forces de l'ordre, mais la réponse apportée a parfois été insuffisante. Dans certains cas, les jeunes filles n'ont pas été considérées comme des victimes d'exploitation sexuelle, mais comme des adolescentes difficiles ou en situation de risque. Un autre problème important concernait la coordination entre ces différents services. La protection de l'enfance repose sur une collaboration entre plusieurs services, entre plusieurs institutions. Donc on a évidemment les services sociaux des collectivités locales, on a la police, les établissements scolaires, les services de santé, les associations spécialisées. Or, plusieurs enquêtes ont montré que les informations circulaient mal entre ces acteurs. Une école pouvait avoir des inquiétudes, un travailleur social pouvait connaître une situation familiale complexe, la police pouvait avoir reçu un signalement, mais ces éléments n'étaient pas toujours regroupés afin d'avoir une vision complète du danger. Donc Rotherham n'est cependant pas la seule ville concernée. À Rochdale, dans le Grand Manchester, une affaire devenue médiatique en 2012 a conduit à une condamnation de plusieurs hommes pour exploitation sexuelle des mineurs. L'affaire a notamment mis en lumière des critiques concernant la manière dont certaines institutions avaient traité les signalements antérieurs. Donc, à Telford, une enquête indépendante publiée en 2022 par Tom Crawford QCI a également examiné les accusations d'exploitation sexuelle de mineurs sur plusieurs décennies. Elle a conclu que des centaines de victimes avaient été identifiées et que des occasions d'intervenir avaient été manquées. Mais une autre question est devenue centrale dans le débat britannique. Pourquoi certaines autorités ont-elles parfois hésité à parler des profils des auteurs? Plusieurs rapports ont évoqué une difficulté pour certaines institutions à aborder la question de l'origine ethnique des suspects dans certaines affaires. Un rapport Casey, publié en 2025 sur l'exploitation sexuelle organisée des enfants au Royaume-Uni, a notamment examiné cette question. Il indique que certaines organisations ont pu être influencées par la peur d'être accusées de racisme, ce qui a parfois contribué à éviter des discussions difficiles. Cependant, il est essentiel de comprendre ce que cela signifie réellement. Les rapports ne disent pas que toutes les institutions britanniques ont volontairement caché des crimes, ils ne disent pas non plus l'origine ethnique, qui je pense, je ne l'ai pas précisé, qui étaient des hommes pakistanais pour la plupart et musulmans. Donc ils ne disent pas non plus que l'origine ethnique serait l'explication unique de cette affaire. Ils mettent plutôt en évidence un problème de gouvernance. Lorsque des institutions ont peur d'aborder certains sujets sensibles, elles peuvent parfois échouer à analyser correctement une situation criminelle. Donc au final, l'échec n'est pas lié à une seule personne ou à une seule institution, mais il résulte d'une accumulation de problèmes. Donc des victimes qui n'ont pas été suffisamment crues, des services qui ont mal communiqué entre eux, des signalements qui n'ont pas toujours déclenché de bonnes réponses, des responsables qui n'ont pas toujours voulu reconnaître l'ampleur du phénomène, par peur de crier au racisme, par peur d'être pointés du doigt comme institution raciste. Et pendant que ces institutions débattaient de la manière de répondre, les victimes continuaient de subir des violences. C'est probablement la leçon la plus
plus importantes de cette affaire, dans la protection de l'enfance, le doute doit toujours bénéficier à l'enfant en danger, pas aux institutions qui craignent de reconnaître leurs propres erreurs. Donc il y a un doute, une enquête doit être menée, c'est tout. Partie 4, les conséquences pour les victimes. Après avoir parlé des crimes, des enquêtes et des institutions, il y a une question qui me paraît essentielle. Qu'est-ce que deviennent les victimes une fois que les procès sont terminés? Parce qu'au milieu des débats politiques, des chiffres et des polémiques, il ne faut pas oublier que ce qu'il y a derrière le terme grooming gangs, ce sont des enfants, des adolescentes qui pour certaines avaient à peine 12 ou 13 ans au moment des faits, des jeunes filles qui ont été ciblées parce qu'elles étaient vulnérables, puis progressivement enfermées dans un système d'emprise. Et ce qui ressort des témoignages des survivantes, c'est que les conséquences ne disparaissent, pas simplement parce qu'un tribunal a rendu un verdict. Certaines victimes ont raconté souffrir encore aujourd'hui des conséquences psychologiques de ce qu'elles ont vécu, anxiété, dépression, difficulté à faire confiance aux autres, sentiment de honte, difficulté à construire des relations affectives. Il faut comprendre quelque chose d'essentiel. Dans le cas des grooming, la violence ne commence pas forcément par une agression brutale immédiatement visible. Elle peut commencer par une manipulation. Le prédateur cherche d'abord donc à créer un lien, comme je l'ai déjà expliqué, offrir de l'attention, donner l'impression d'être aimé, isoler progressivement la victime de son entourage. Et lorsque l'on a vécu ce type de manipulation pendant l'enfance ou l'adolescence, reconstruire une relation normale à l'autre peut être extrêmement difficile. Une victime connue publiquement, Sammy Woodhouse, a raconté son expérience dans l'affaire de Rotherham. Elle a expliqué comment elle a été exploitée alors qu'elle était adolescente et comment cette expérience avait eu des conséquences profondes sur sa vie. Aujourd'hui, elle a choisi de transformer son expérience en engagement en accompagnant d'autres victimes, notamment à travers son travail avec l'association Reclaim and Recover. Mais il est important de rappeler que Sammy Woodhouse est l'une des rares victimes à avoir choisi de parler publiquement. Beaucoup d'autres survivantes ont préféré rester anonymes et ce choix doit également être respecté. Car c'est justement un point qui m'a particulièrement marqué en regardant certains témoignages et certaines réactions autour de cette affaire, la manière dont on parle du courage des victimes. J'ai entendu des formulations du type: nous avons parlé avec une autre victime, mais elle a eu moins de courage que vous pour témoigner. The day before we spoke to you, we spoke to a girl called Elizabeth, who was less brave than you, but... Mais est-ce vraiment la bonne manière de voir les choses? Ne pas parler publiquement de ce que l'on a vécu ne signifie pas manquer de courage. Pour certaines victimes, témoigner est une étape hyper importante dans leur reconstruction. Pour d'autres, garder le silence peut être une manière de survivre, de protéger leur vie privée ou de ne pas revivre publiquement un traumatisme extrêmement douloureux. Il n'existe pas une seule manière correcte d'être une victime. Une personne qui témoigne n'est pas forcément plus forte qu'une personne qui se tait. Elles ont simplement développé des stratégies différentes face à un événement extrêmement violent. J'ai également été très mal à l'aise face à certaines réactions lors d'interviews. Lorsque des victimes racontent des violences sexuelles subies pendant leur enfance, leurs paroles doivent être accueillies donc avec gravité. Voir des réactions de rire ou de légèreté face à certaines déclarations m'a semblé particulièrement déplacé. Do you feel that these grooming gang members, these rape gang members, have received fair trials? To be honest, I feel like they should get a lot more. Lorsque l'on demande à une victime si les peines prononcées contre ceux qui lui ont fait du mal sont suffisantes et qu'elle répond qu'elle aurait voulu des peines plus lourdes, ce n'est pas une déclaration qui devrait être tournée en dérision. Derrière cette réponse, il y a une personne, une victime, qui exprime le sentiment que la justice n'a pas réparé ce qui lui a été pris. Et c'est aussi ce qui explique pourquoi certains commentaires sur les réseaux sociaux sont particulièrement violents. Certaines personnes semblent considérer qu'une victime est moins crédible parce qu'elle a réussi à reconstruire une partie de sa vie, parce qu'elle sourit, parce qu'elle témoigne ou parce qu'elle continue d'exister, de vivre, qu'elle n'est pas décédée, qu'elle n'est pas morte. Mais une victime n'a pas besoin d'être détruite pour que son traumatisme soit reconnu. Le fait de survivre n'efface pas ce qui a été subi. Enfin, plusieurs survivantes et associations continuent d'alerter sur une question importante. Est-ce que les mécanismes qui ont permis ces crimes existent encore aujourd'hui? Il faut être précis. Cela ne signifie pas que chaque ville britannique est confrontée au même réseau et que chaque signalement correspond au grooming gang. En revanche, ce que montrent les différentes affaires étudiées, c'est que certaines méthodes d'exploitation peuvent toujours exister. Cibler des personnes vulnérables, gagner leur confiance, les isoler ou exercer une emprise. Donc la prévention et la protection des enfants restent donc des enjeux actuels et primordiaux. Au fond, c'est peut-être la question la plus importante de toute cette affaire. Pendant des années, beaucoup de victimes ont essayé d'être entendues. Certaines institutions ont échoué à les protéger. Certains adultes n'ont pas su voir les signes. C'est pour cela que les victimes sont sceptiques face à cette
cette enquête qui a pris des proportions nationales, donc qui ne sont plus locales. Impliquant le gouvernement, il y a deux camps. Donc les victimes qui ne veulent pas être liées à ça puisqu'elles ont perdu confiance dans les institutions et celles qui veulent justement faire changer les choses. There was one survivor that told me that I should be ashamed to be in part of the government because she was so distrustful. I am the opposite. I think that if you want things done, if you want a proper inquiry, if you want women protected from rapists, if you want our rights being placed above that of perpetrators, if you want historic cases looked into and you want proper justice, then you have to have a Prime Minister that delivers. You have to have victims on our benches and people that have been activists in this area for a very long time. You need government on your side. Aujourd'hui, au-delà des débats politiques, la priorité devrait rester la même. Faire en sorte que les enfants victimes des violences soient crus, protégés et accompagnés. Parce qu'une condamnation peut rendre justice, mais elle ne rend pas les années perdues. Partie 5, Rupert Lowe. Nous arrivons maintenant à une partie particulièrement intéressante de cette affaire, car si vous avez entendu parler des grooming gangs ces derniers mois, il y a de grandes chances que ce soit grâce ou à cause de Rupert Lowe. Rupert Lowe est un homme politique britannique qui a longtemps appartenu au parti Reform UK, donc c'est un équivalent approximativement du Rassemblement National en France, donc l'extrême droite, avant de fonder son propre parti politique. Depuis plusieurs années, il fait des grooming gangs l'un des principaux combats de sa carrière politique. Mais ce qui va véritablement remettre le sujet au centre du débat public, c'est la publication d'un rapport indépendant de plus de 200 pages consacré aux grooming gangs au Royaume-Uni. Je tiens à insister sur un point qui me paraît fondamental. Nous ne parlons pas ici d'un rapport gouvernemental britannique, mais il ne s'agit pas d'une enquête parlementaire officielle, ni d'une commission indépendante mandatée par l'État. Cette enquête a été financée grâce à une campagne participative ayant réuni plusieurs centaines de milliers de livres sterling auprès de dizaines de milliers de donateurs. Elle a notamment été dirigée par Sammy Woodhouse, survivante du scandale de Rotherham, aux côtés d'une équipe composée de juristes, journalistes, professionnels ayant travaillé sur ces questions depuis plusieurs années. Pourquoi ce rapport a-t-il fait autant parler de lui? Tout simplement parce qu'il avance des conclusions particulièrement alarmantes. Selon Rupert Lowe et son équipe, nous ne serions pas face à quelques scandales locaux isolés, mais face à un phénomène criminel national ayant fait au moins 250 000 victimes entre 2010 et 2025. Le rapport estime également que 149 collectivités britanniques présenteraient des caractéristiques similaires à celles observées dans les affaires connues. Il affirme enfin que certaines institutions britanniques auraient privilégié ce qu'elles appellent la cohésion communautaire, donc au détriment de la protection des victimes pendant plusieurs décennies. Et je dois avouer quelque chose, lorsque j'ai commencé mes recherches, je me suis immédiatement méfiée de ce rapport. Non pas parce que ses conclusions me déranger, mais parce que Rupert Lowe est un homme politique. Or, je crois que nous devrions tous faire preuve davantage d'esprit critique lorsqu'un responsable politique nous présente un rapport qui vient précisément conforter ses positions, notamment sur l'immigration. Mais je pense que l'inverse est tout aussi dangereux, parce que j'ai également vu énormément de personnes rejeter l'intégralité du rapport sans même prendre la peine de lire, simplement parce qu'il a été publié par Rupert Lowe. Voilà, il faut peut-être nuancer aussi son esprit critique. Finalement, je me suis rendu compte que les deux réactions me semblaient problématiques. Ce n'est pas parce qu'un homme politique dit quelque chose qu'il a nécessairement tort, et ce n'est pas parce qu'il dit quelque chose que cela devient automatiquement une vérité incontestable. Je crois que notre travail devrait toujours être le même, regarder ce que disent les faits. Et je trouve que la manière dont cette affaire a été débattue publiquement est assez révélatrice. Donc au fil de mes recherches, j'ai le sentiment que le débat s'était progressivement déplacé. On ne parlait plus seulement des victimes, des enquêtes, des défaillances institutionnelles, mais aussi de savoir quel responsable politique avait eu raison ou tort. L'exemple de Jess Phillips est assez révélateur. Donc, alors ministre chargée de la protection des femmes et des filles, elle a été vivement critiquée après avoir refusé dans un premier temps de soutenir une enquête nationale spécifique à Oldham. Elle expliquait alors privilégier des enquêtes locales et la mise en œuvre des recommandations déjà formulées par les précédents rapports. Cette position lui a valu de nombreuses critiques, notamment de la part de certaines survivantes et de responsables politiques qui estimaient qu'une enquête nationale était devenue indispensable. Donc, lors d'une interview, la députée
travailliste Natalie Fleet expliquait comprendre pourquoi certaines survivantes disaient de ne plus faire confiance à Jess Phillips. Bon, selon elle, cette défiance ne concernait d'ailleurs pas uniquement Jess Phillips, mais plus largement l'ensemble de la classe politique. Elle affirmait également que certaines victimes reprochaient à Kemi Badenoch de ne pas avoir suffisamment agi lorsqu'elle occupait des responsabilités gouvernementales et estimait qu'elle utilisait désormais davantage ce sujet dans des débats politiques. I also see people that have been let down by the political class who frankly do not care about them for too long. There was nothing. They could have stopped perpetrators having access to children years ago and they did nothing. Je tiens cependant à préciser une chose importante. Ces propos reflètent le point de vue exprimé par Natalie Fleet et le ressenti de certaines survivantes. D'autres responsables politiques contestent cette lecture des événements. Ce qui m'intéresse ici n'est donc pas de déterminer qui avait raison dans ce débat politique. Ce qui m'a frappé, c'est surtout le niveau de défiance des victimes envers les institutions et les responsables politiques. Après des années durant lesquelles elles ont eu le sentiment de ne pas être entendues. Et justement, c'est là que les choses deviennent particulièrement intéressantes. Une partie importante des constats présentés par le rapport Rupert Lowe n'ont rien de nouveau. Les défaillances institutionnelles, les témoignages des victimes ou encore l'existence des réseaux organisés d'exploitation sexuelle sur mineurs ont déjà été documentés depuis plusieurs décennies dans des rapports officiels britanniques. En revanche, certains chiffres avancés par le rapport font aujourd'hui encore l'objet d'importants débats. C'est notamment le cas de l'estimation de 250 000 victimes, qui continue d'être discutée par plusieurs chercheurs, journalistes et organismes de fact-checking britanniques. Cela ne signifie pas que ce chiffre est faux, cela signifie simplement qu'il ne constitue pas aujourd'hui un consensus scientifique ou institutionnel et qui résulte notamment d'extrapolations peut-être statistiques réalisées à partir des données disponibles. Autrement dit, il faut éviter deux erreurs. La première serait de considérer que Rupert Lowe a inventé de toutes pièces le scandale des grooming gangs. C'est faux, les grooming gangs existent bel et bien et sont documentés depuis plusieurs décennies. La seconde serait de considérer que toutes les conclusions présentées dans le rapport constituent désormais des faits avérés, des faits incontestables. C'est tout aussi faux. Voilà. Je crois que cette partie de mes recherches m'a finalement beaucoup appris. Nous avons tendance aujourd'hui à lire les informations en fonction de celui qui les prononce, plutôt qu'en fonction des preuves qu'il présente. Si un homme politique que nous apprécions dit quelque chose, nous avons parfois envie, oui, de le croire immédiatement. Si nous ne l'apprécions pas, nous sommes parfois tentés de rejeter tout ce qu'il dit avant même d'avoir regardé les faits. Pourtant, la vérité se trouve rarement dans ces réflexes-là. Rupert Lowe n'a pas découvert l'existence des grooming gangs. En revanche, il a largement contribué à remettre cette question au centre du débat public britannique et à pousser de nombreuses personnes, dont moi-même, à s'y intéresser plus sérieusement. Partie 6. Comment les hommes condamnés se sont-ils défendus devant la justice? Une autre question se pose lorsqu'on étudie ces affaires. Comment les hommes condamnés se sont-ils défendus devant la justice? Comme dans toute affaire criminelle, les accusés avaient le droit de se défendre. Certains ont nié les faits, certains ont contesté de manière dont les enquêtes avaient été menées et certains ont avancé des arguments qui ensuite étaient rejetés par les jurys ou les tribunaux. L'un des arguments qui revient régulièrement dans certaines affaires est l'idée que les victimes auraient été consentantes. C'est un argument qui a été particulièrement présent dans les affaires de Rochdale. Certains accusés ont soutenu que les adolescentes savaient ce qui se passait ou qu'elles avaient accepté les relations sexuelles. Mais les tribunaux ont très vite rejeté cette vision des faits en rappelant un élément juridique fondamental. Une enfant ou une adolescente vulnérable ne peut être considérée comme consentante lorsqu'elle est victime de manipulation, de pression, de menaces ou d'exploitation. Dans l'affaire de Rochdale, les procureurs ont montré que les victimes étaient souvent très jeunes, certaines âgées d'environ 13 ans au début des faits, et qu'elles avaient été ciblées en raison de leur vulnérabilité. Les éléments présentés au procès décrivaient des mécanismes de contrôle, cadeaux, alcool, intimidation, des violences. Un autre argument apparu dans le débat public concerne les accusations de racisme. Certains défenseurs des accusés et parfois certains commentateurs ont affirmé que les poursuites contre ces hommes étaient influencées par leur origine ethnique ou leur religion. Cette question est devenue particulièrement sensible au Royaume-Uni car elle se situe au croisement de deux réalités. D'un côté, oui, certaines institutions ont effectivement reconnu avoir parfois eu des difficultés à parler du profil des auteurs dans certaines affaires par peur des accusations de racisme. De l'autre, des condamnations judiciaires ne reposaient pas sur l'origine des personnes, mais sur des preuves concernant des crimes précis commis contre des victimes identifiées. Autrement dit, l'origine des accusés a été un élément du débat politique, mais ce n'est pas ce qui a conduit les tribunaux à les condamner, pas du tout. Donc dans plusieurs affaires, les condamnations se sont appuyées sur des témoignages de victimes, des enquêtes policières, des preuves matérielles, des éléments démontrant des systèmes organisés d'exploitation sexuelle. Prenons l'exemple de l'affaire de Rochdale, donc jugée en 2012. Plusieurs
Plusieurs hommes, dont Abdul Raouf, Adil Khan, Mohamed Sajid ou Mohamed Amin, ont été condamnés après que les tribunaux aient examiné les accusations d'exploitation sexuelle de jeunes filles vulnérables. Les éléments retenus concernaient notamment des faits de viol, d'agression sexuelle ou d'exploitation organisée. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que les deux discours extrêmes sont insuffisants. Dire simplement « ils ont été accusés uniquement parce qu'ils étaient d'une certaine origine » ne correspond pas au fonctionnement de la justice britannique dans ces dossiers. Mais dire que la gestion de l'origine des auteurs n'a jamais posé de problème aux institutions serait également faux, puisque plusieurs rapports ont justement examiné pourquoi certaines autorités avaient hésité à aborder cette dimension. Finalement, ce dossier montre quelque chose d'assez général dans les affaires criminelles. Les accusés cherchent souvent à déplacer la responsabilité. Certains mettent en cause les victimes, d'autres les institutions, d'autres encore la société elle-même. Le rôle de la justice est alors de revenir à une question beaucoup plus simple. Quels sont les faits prouvés? Quelles sont les responsabilités individuelles et quelles sont les preuves apportées devant un tribunal? Et dans les affaires de grooming gangs qui ont abouti à des condamnations, les tribunaux ont conclu que les hommes avaient exploité les enfants vulnérables à des fins sexuelles. Conclusion. Plus j'avançais dans mes recherches et plus j'avais l'impression que l'on me demandait de choisir un camp. Soit minimiser les faits pour ne pas alimenter certains discours politiques anti-immigration, soit accepter la conclusion extrêmement générale sur l'immigration et sur l'islam. Pourtant, je ne crois pas que ce soit le seul choix possible. Je pense que nous sommes capables de regarder une réalité en face sans renoncer à la nuance. Parce qu'au fond, cette affaire montre quelque chose d'assez simple. Plusieurs vérités peuvent exister en même temps. Oui, les réseaux organisés d'exploitation sexuelle des mineurs ont existé au Royaume-Uni. Oui, des milliers de victimes ont été abandonnées par les institutions qui auraient dû mieux les protéger. Oui, certains rapports ont mis en évidence des difficultés à aborder certains sujets, sensibles notamment le profil des auteurs dans certaines affaires. Mais cela ne signifie pas que les crimes commis par certains individus peuvent être utilisés pour désigner une communauté entière comme responsable. De la même manière, réussir d'aborder certains aspects d'une affaire par peur de déranger un débat politique peut également avoir des conséquences dramatiques. Car l'histoire des grooming gangs n'est pas d'abord l'histoire d'un débat sur l'immigration, non, ce n'est pas non seulement l'histoire d'un débat sur les institutions, non plus. C'est avant tout l'histoire d'enfants qui n'ont pas été suffisamment protégés. Ce qui me semble être la principale leçon de cette affaire, c'est que la question de l'enfance doit toujours passer avant les considérations politiques, médiatiques ou institutionnelles. Donc en juin 2025, le rapport de Baroness Casey sur l'exploitation sexuelle organisée des enfants au Royaume-Uni a d'ailleurs conclu que les mécanismes comme l'aveuglement, l'ignorance, certains préjugés et une attitude défensive avaient contribué à un échec collectif dans la protection des enfants. Oui, en effet, sur le fait de ne pas croire ces adolescentes, ces jeunes filles, parce que ce sont des entre guillemets, des adolescentes à problème. À la suite de ce rapport, le gouvernement britannique a annoncé la mise en place d'une enquête nationale complète sur le sujet, avec notamment une place accordée aux survivants dans le processus à travers un panel dédié. Des moyens supplémentaires ont également été annoncés pour renforcer les enquêtes, notamment grâce à l'avantage des ressources policières et technologiques. Cela ne réparera évidemment jamais ce que les victimes ont subi. Une condamnation, une enquête ou une réforme peuvent reconnaître une responsabilité. Elles ne rendent pas des années perdues, l'enfance volée ou les traumatismes vécus. Mais elles peuvent permettre aussi d'éviter que d'autres enfants connaissent la même situation. Et c'est probablement la question la plus importante à retenir. Est-ce que nos institutions sont capables de reconnaître leurs erreurs suffisamment tôt pour protéger ceux qui en ont besoin? Parce que le sujet dépasse largement le Royaume-Uni. Finalement, cette affaire pose une question qui dépasse largement les frontières britanniques. Comment nos sociétés identifient-elles les violences faites aux enfants, quelle que soit la forme qu'elles prennent? Qu'il s'agisse d'un réseau organisé, d'un membre de la famille, d'un proche ou d'un adulte qui abuse d'un rapport de pouvoir. Des mécanismes d'emprise et d'exploitation sexuelle de mineurs peuvent exister dans de nombreux pays. Ils ne prennent pas toujours la même forme, ils ne concernent pas toujours les mêmes profils d'agresseurs, mais ils reposent sur les mêmes éléments. Des victimes vulnérables et des adultes qui profitent d'une situation de fragilité et parfois des institutions qui échouent à voir des signaux d'alerte. En France également, des affaires d'exploitation sexuelle de mineurs ont montré l'existence de violences organisées ou de réseaux criminels. Même si chaque affaire possède ses propres caractéristiques et qu'il serait faux d'établir un parallèle automatique avec le modèle britannique des grooming gangs, la véritable question n'est donc pas qui sont les agresseurs. La question essentielle devrait être comment faisons-nous pour que les victimes soient repérées et entendues et protégées avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'au-delà des débats politiques, des chiffres et des polémiques, il reste une réalité qui devrait tous nous réunir. Un enfant victime de violence doit toujours être considéré comme une victime. Et notre responsabilité collective est de faire en sorte qu'il ne faille pas attendre plusieurs décennies pour l'entendre. Je vous
tiens à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'est une affaire qui m'a particulièrement touchée, des reportages qui m'ont troublée, touchée, qui m'ont émue. Ça a été à certains moments dur de regarder certains témoignages. Voilà, je pense que c'est une affaire compliquée à aborder. J'espère avoir fait le mieux que je puisse faire. S'il y a des erreurs, je tiens à m'en excuser, je les corrigerai en description, même si je pense avoir essayé de sourcer au maximum mes informations et essayer d'avoir vérifié le maximum tout ce que j'ai pu dire. Si vous avez d'autres idées sur d'autres affaires potentiellement que vous aimeriez que j'aborde ici sur ma chaîne, avec plaisir je vous laisse l'espace commentaire pour m'en faire part et on se retrouve très vite comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. Je vous laisse ici, bye.